Jennifer, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois tu t'es posé dans ta vie la question du sens de la vie? Du sens de la vie. Je pense que je me le suis posé relativement jeune parce que rapidement dans ma vie, j'ai été un petit peu mise dans le bain des énergies, de la spiritualité, de tout ça avec ma famille, avec ma mère notamment. Et donc, relativement tôt, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu plus poussées. Donc, j'ai pas d'âge précis en tête comme ça, mais j'étais jeune. Et j'étais vraiment tout le temps entourée avec des adultes, en fait. J'étais tout le temps qu'avec des adultes. Donc du coup, quand j'étais plus jeune, déjà relativement tôt, euh, j'avais des réflexions un petit peu différentes de la plupart des gens de mon âge. Donc je sais pas, je dirais que je me suis posé ce genre de questions à une dizaine d'années dans ces eaux-là. Ouais, ouais, dès que tu as pu avoir cet âge de raison, quand on veut dire un peu C'est plus de ça. réflexion, tu t'es posé des questions. Tu parlais de ta Ouais. mère, de ta famille qui avait des pratiques particulières. Est-ce que tu en as quelques-unes que tu pourrais nous parler? Alors en fait, ma mère a découvert à peu près, enfin, quand j'étais justement une grande enfant, une jeune adolescente, on va dire, elle a commencé un petit peu à s'intéresser au domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme un petit peu plus surtout. Elle a commencé à connaître du monde qui était dans l'énergétique, dans la voyance, dans ce genre de choses. Et on avait régulièrement l'occasion de croiser certaines de ses amies comme ça, donc d'avoir des discussions de ce type-là. En gros, il y avait des moments où on faisait des exercices de respiration quand j'étais toute jeune comme ça, ou de visualisation. J'avais commencé à s'intéresser du coup au massage énergétique. Donc c'était vraiment plus de la découverte pour elle. Et finalement, ça a peut-être un petit peu planté une graine pour moi. En sachant que dans ces eaux-là, je me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait quelques petites choses qui avaient été un peu cachées aussi dans ce genre de thème. J'avais des arrière-grands-pères qui étaient sourciers. J'avais pas mal de personnes qui faisaient du magnétisme, mais du coup qui n'osaient pas trop en parler dans ma famille finalement. Donc, moi, j'ai commencé à gratter un petit peu tout ça. Je me suis dit, ah, mais c'est plutôt intéressant. Et ça correspond à certaines choses que je fais aussi, que des fois je trouve un petit peu bizarre. Donc, bon, on va aller voir tout ça. On va Et aller creuser. qu'est-ce que tu faisais de bizarre? Depuis toute petite, j'avais vraiment le besoin de toucher les gens, d'aller mettre mes mains sur eux, d'aller essayer de leur faire des petits massages ou des choses du coup qui allaient leur faire du bien. Et je voyais que vraiment c'était efficace, qu'on en demandait tout le temps, que quand les gens avaient des douleurs, j'allais vers eux et qu'au final, ça leur faisait du bien. Euh, donc voilà, il y avait ce genre de choses déjà qui étaient assez. Ça faisait vraiment partie de moi. C'était assez automatique. Je réfléchissais pas forcément et je le faisais. Et voilà, c'était assez intéressant le résultat. Il y avait ça, il y avait aussi pas mal de petites choses. Déjà, le lien avec l'empathie. J'avais une empathie relativement développée qui fait que des fois c'était même un petit peu trop développé. J'avais tendance à me laisser submerger par l'émotion des gens. Je pouvais par exemple tomber dans les pommes quand il y avait trop d'émotions autour de moi. Pas par rapport à mon émotion à moi, mais vraiment par rapport à l'émotion des autres. Euh, donc j'étais vraiment une éponge quand j'étais petite. Ouais, Euh, une sensibilité, hein, ouais, qui est ouais. présente. Il y avait ça. Puis il Euh, y avait des petites choses aussi. Des, des petites choses que je savais en avance, des petites choses qui m'arrivaient en tête et je me disais, ah bah ça, je le savais déjà en fait. Enfin, ce genre de Moi, petites choses quand j'étais oui, enfant. j'entends par rapport à toi, c'est qu'il y avait quand même une certaine maturité déjà qui était présente en fait dans ton vécu, Oui, dans ton cheminement. c'était vraiment, c'était aussi, comme je disais, mon entourage, hein. J'ai été principalement élevée par mes grands-parents. Donc, du coup, automatiquement, ça te ramène du coup, une réflexion un petit peu différente que quand tu te retrouves à être beaucoup entourée par des enfants, parce que j'étais beaucoup avec mes grands-parents. Il y avait bien sûr ma maman aussi, mais du coup différemment. Mes parents étant séparés, donc j'ai beaucoup moins fréquenté mon papa. Mais en tout cas, j'étais vraiment beaucoup avec des adultes. Donc tout le temps avec des adultes et donc voilà, la réflexion qui s'ensuit aussi. Tu me parlais de gratter un peu les sujets. Comment toi, tu essaies de comprendre, à travers quelle recherche, quelle discussion, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne au niveau du magnétisme par exemple, ou d'autres choses?
Alors j'ai eu plusieurs phases. On va dire que forcément, du coup, quand j'étais adolescente, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu le côté magique. C'était le côté un peu ésotérique. Alors du coup, en plus, on voyait des séries à la télé avec plein de choses super cool. Et j'étais, waouh, c'est trop bien, ça m'intéresse. Ah, mais en fait, il y a des choses des fois, qui peuvent être peut-être intéressantes à creuser, qui sont peut-être pas que du domaine de la fantaisie. Ok. Donc le côté, on va dire, euh, ésotérique m'a d'abord attiré. On va dire. C'est vraiment la première chose qui m'a attiré. Mais j'ai un esprit très très pragmatique et du coup j'avais besoin de comprendre vraiment comment fonctionnaient les choses. Donc je me suis beaucoup intéressée après euh, à, on va dire, la mécanique de tout ça. J'avais besoin de comprendre comment les choses pouvaient se mettre en place dans le monde concrètement, comment scientifiquement ça fonctionnait. J'avais besoin d'explications, j'avais toujours besoin d'explications. J'étais curieuse et du coup j'ai commencé à chercher un peu du côté scientifique, un petit peu du coup du domaine quantique, ce genre de choses. Et donc voilà, c'était vraiment léger, mais il fallait que je trouve quelques explications rationnelles à chaque fois. Euh, après, j'ai laissé un peu ça de côté. Je voulais justement aller dans une vie beaucoup plus pragmatique et plus rangée, tu vois. Donc j'ai commencé à aller dans des choses qui correspondaient plus à ce que l'environnement et la société du coup nous demandaient, à réfléchir à ce genre de positionnement pour le métier, voilà, à réfléchir à tout ça. Bien sûr. Et puis ça m'est revenu au final à un moment donné où j'ai senti que ce que je faisais me faisait pas vibrer de la même manière, qu'il manquait quelque chose à ma vie. Donc je gardais toujours en fil rouge des réflexions sur de la spiritualité, beaucoup de lectures, énormément de lectures, beaucoup de vidéos que je regardais aussi après, au moment où les vidéos ont commencé vraiment à pulser sur Internet. Mais en tout cas, toujours cette soif d'apprendre, et même dans des moments où finalement j'étais pas dans vraiment du coup dans le cœur du sujet, c'est toujours resté dans un coin. Et puis à un moment donné, j'ai dû me repositionner professionnellement parlant, et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit mais c'est le moment en fait, il faut que j'aille vers là, et j'y vais du coup, on va dire graduellement. Ça veut dire qu'il y a des moments où je suis vraiment dans une démarche très scientifique et d'autres moments où je suis dans une démarche beaucoup plus spirituelle. Je pense que tout est complémentaire. Et dans mon esprit, il y a toujours ce chat de Schrödinger qui fait son travail, dans le fait que ce soit possiblement quelque chose de très psychologique et beaucoup du coup lié à notre inconscient. Et d'un autre côté, des fois, je fais bon bah là, il faut que j'admette qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer et qui sont du coup de l'ordre de quelque chose qui n'a pas encore eu d'explication ou en tout cas de compréhension vraiment scientifique, et les deux sont corrects et bien. Est-ce que tu penses à des phénomènes particuliers quand tu parles de choses qui sont inexpliquées, incompréhensibles pour le moment? Euh, il y a beaucoup de choses. Moi déjà par exemple dans ma pratique, je suis thérapeute holistique. Je vais faire beaucoup du coup d'écoute bienveillante. Ça va être la plus grande part, on va dire, du travail. Il va y avoir une part du coup d'hypnothérapie après qui peut être un outil. Il va y avoir de la sophrologie, des conseils naturopathiques. Mais après du coup je fais aussi de l'énergétique et des tirages de cartes. Donc pour moi, les tirages de cartes, par exemple, c'est quelque chose qui peut vraiment rentrer dans ce cadre-là. D'un côté, il y a des choses que voilà, on peut expliquer par rapport à de la compréhension psychologique qui vont pouvoir ressortir, où on se dit bon bah éventuellement peut-être que dans mon inconscient je vais avoir fait un travail de mentalisme, et du coup la personne avec les informations qu'elle va pouvoir m'avoir données vont pouvoir être des choses intéressantes sur lesquelles moi je vais on va dire rebondir. Après il y a aussi certaines choses des fois où juste on se dit bah là bon là je sais pas, c'est pas possible que je sache certaines choses, et voilà, ça revient. Mais ma démarche est vraiment psychologique. Quand je vais recevoir quelqu'un, ce que je propose, c'est vraiment un tirage thérapeutique. J'ai envie que les gens aient un outil finalement de discussion, que ça fasse moins peur que d'aller voir un thérapeute classique en fait. La plupart du temps, les gens n'ont pas envie d'aller voir un thérapeute. Ils se disent voilà, ça va me mettre dans une case, je suis fou, j'ai besoin d'aide. Mon Dieu, j'ai pas envie de ça. Alors qu'on se dit, bon, je vais me faire faire un tirage de cartes, oh, c'est léger, c'est quelque chose de presque ludique en fait. Ouais.
Donc dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, on va voir ça. Et en fait, on va aller travailler un petit peu plus loin, on va faire du développement personnel. On peut aller du coup dans des démarches qui vont être vraiment liées à des schémas inconscients, à des traumatismes anciens. On peut aller retrouver des choses dans l'enfance, vraiment. On peut aller retrouver du coup des choses dans les schémas limitants, dans l'environnement. Il y a énormément de choses qui peuvent se retrouver. Et finalement, pour moi, c'est vraiment un outil. Donc voilà. Et il y a vraiment tout ça outils. Après, selon la personne, on va adapter dans l'accompagnement. Toi-même, tu pratiques aujourd'hui des accompagnements. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu proposes justement par rapport aux personnes de façon, je dirais, quand on va te voir, quand on découvre Jennifer, qu'est-ce qu'on découvre au niveau des accompagnements? Déjà, la première chose, c'est que c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Euh, la personne qui va venir, je vais pas avoir un schéma préétabli avec on va commencer par ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de ce qu'elle va avoir besoin et au moment donné aussi, est-ce qu'elle va avoir besoin. Parce qu'il va y avoir des personnes, des fois, qui vont avoir l'impression que ce qu'ils veulent, par exemple, c'est un soin énergétique. Et finalement, avant de travailler sur le corps et du coup sur l'énergétique pure, on va avoir besoin de travailler du coup juste sur déjà de la compréhension et l'écoute. De toute façon, la première chose qui se passe, on arrive, c'est qu'on va forcément parler. C'est la première chose qu'on va avoir à faire, c'est parler. C'est exprimer certaines choses et c'est voilà, pour moi, dans cette écoute-là et dans cette compréhension-là, sans être dans forcément l'analyse, mais déjà dans la compréhension et dans l'écoute. Un moment, en tout cas, vraiment pour la personne, d'exprimer ce qu'elle a besoin, de ressortir ce qu'elle a besoin et de ressentir aussi, du coup, ce qu'elle a besoin. À ce moment-là, d'être dans l'émotion aussi. Donc, voilà, parler pour commencer. Et après, si on a besoin d'agir sur quelque chose, si la personne a envie de le faire, on va pouvoir aller faire quelque chose de différent. Ça, c'est la base. Après, certaines personnes qui vont commencer, qui vont venir, vont pas forcément être à l'aise pour parler non plus. Et donc, du coup, si la première chose, c'est pas parler, ça peut être un tirage pour commencer directement. Et ça va être des fois une amorce pour justement cette discussion. Et Donc, voilà. donc, tu reçois différentes, je pense, énormément de personnes qui sont très différentes les uns des autres. Mm. Toi, je pense que ça a dû t'enrichir aussi personnellement. Mm. Est-ce que tu as quelques expériences ou quelques anecdotes que tu souhaites nous partager au niveau justement des séances qui t'ont marqué ou qui ont pu toi-même te poser question? Oh, chaque client, on va dire, que je vais avoir, c'est vraiment un partage, c'est vraiment un échange. Euh, je pense que c'est une chance de pouvoir être thérapeute, en effet, par rapport à- au fait de pouvoir vivre d'une certaine manière l'expérience de chacun de ses clients, euh, d'avoir cet empirisme-là, du coup, qui se retrouve aussi. Bah, ils sont empreints de tout ça et ils vont forcément, du coup, déteindre quelque chose, du coup, sur nous. Donc, il va y avoir une multitude d'expériences qu'on va pouvoir aussi, nous, implémenter dans notre vie et une réflexion différente qu'on va pouvoir avoir aussi. Hmm. Moi, je suis euh, fascinée par les mécaniques de la psychologie humaine, de voir comment les gens peuvent évoluer, de la force qu'ils peuvent avoir pour vivre pour certaines expériences. Et oui, il y a des choses très très marquantes. Il y a des choses très positives, il y a des choses du coup très dures aussi. Il y a vraiment de tout. Je pense que c'est un travail qui demande énormément, énormément d'investissement personnel. Donc, euh, moi, personnellement, j'adore voir quelqu'un qui arrive et qui se retrouve euh, dans un besoin d'exprimer certaines choses, dans un besoin de clarté, qui n'est pas forcément du coup dans un bon état quand cette personne-là arrive vers moi et qui repart soulagée. Ces moments-là, du coup, où je vois la personne qui a lâché un poids, ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant et je me dis que j'ai été utile et que j'ai pu donner une petite pierre, j'ai pu, enfin, en tout cas, apporter ma petite pierre à l'édifice et ça fait plaisir. Après, il y a des choses qui sont plus compliquées aussi. J'ai fait par exemple récemment un accompagnement en fin de vie aussi, où là du coup il y a toute une démarche psychologique encore différente. Et il y a toute cette émotionnelle-là aussi qui est particulier en tant que thérapeute, ce positionnement finalement à avoir, comment on se place par rapport à cette personne-là, comment on gère son empathie. Comme je te disais, moi du coup cette histoire d'empathie, ça a été aussi un fil rouge avec ma pratique et avec ma vie en règle générale. Euh, et donc réussir à trouver le bon dosage. Donc voilà, il y a plein de choses très 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 marquantes quand on partage cette intimité-là avec des gens finalement. Oui, parce que c'est vrai que dans l'accompagnement, très vite, on rentre dans l'intimité, justement. Oui.
des personnes, ce qui n'est pas forcément montré de façon quotidienne, commune. tout à fait. Et ça demande beaucoup de retour sur soi, hein. Tu en parles effectivement de prendre le temps aussi d'intégrer tout ce que l'on rencontre. Et en même temps, il y a un côté aussi très gratifiant d'apporter, que c'est humainement, je pense que c'est très, très riche. Oui, tout à fait. Tu me parlais de ce besoin d'avoir à la fois ce côté scientifique, hein. Je pense que tu as gardé depuis toute jeune. Et en même temps, bon, il y a ce côté irrationnel, magique qui est présent, qui est moins explicable, peut-être encore aujourd'hui, peut-être encore à explorer, qui lui sera Mhm. peut-être expliqué demain. Est-ce que toi, tu as des auteurs ou des personnes qui t'ont en tout cas permis d'avoir quand même une base de compréhension de la psychologie, tu parles de psychologie humaine, ou peut-être aussi de l'énergétique ou d'autres domaines? Ah, il y en a tellement et je suis vraiment nulle en noms. Je t'avoue que j'oublie souvent les noms. J'ai énormément, énormément de bouquins chez moi. Je me nourris de bouquins, hein. Il y en a qui se nourrissent de prana, moi je me nourris de bouquins. Euh, je vais pas avoir de noms forcément qui vont revenir comme ça, euh, mais je vais vraiment piocher dans tellement de domaines différents Ouais. qu'au final, je peux trouver des choses très intéressantes en psychologie pure, comme du coup vraiment en développement personnel, comme du coup après je regarde aussi beaucoup tout ce qui va être médical et du coup de la médecine aussi, de la compréhension physiologique et je lis des auteurs connus comme des auteurs inconnus. Donc il y a vraiment un peu de tout. Forcément du coup il y a des grands noms en termes de développement personnel, il va y avoir les Eckhart Tolle, il va y avoir ce genre de personnes qui sont voilà, très marquantes et du coup qui ont déjà marqué énormément de personnes autour de soi, mais enfin, dans ce domaine-là en tout cas, je veux dire. Oui. Euh, mais, euh, mais après, du coup, il y a énormément d'autres auteurs. Mais alors là, il a fallu que je fasse une petite préparation, que je puisse te donner des noms comme ça. Non, non, Mais je mais t'avoue que euh, j'ai pas de nom précis en tête. Je oui, suis ça, très j'entends nulle. bien qu'il y a effectivement une diversité hein, d'auteurs Oui, possibles, imaginables. Je pense, quand tu me dis que tu lis beaucoup de livres, oui, je vois qu'il peut y avoir énormément de livres, je le ressens en fait. Et c'est vrai que, en plus, c'est intéressant, moi je trouve dans ton cheminement, tu t'es pas arrêté à un domaine en particulier. mhm. C'est-à-dire que t'as une possibilité d'aller autant dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans la psychologie humaine. Rien n'est rejeté. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois, peut-être c'est dû effectivement à ton héritage familial parce que tu n'as pas créé de barrière en disant ça c'est tel domaine, je m'intéresse plutôt à ça, plutôt à ça. Mhm. Euh, c'est pas toujours Ouais, évident pour tout le monde. j'ai beaucoup de mal avec les cases. Je t'avoue que et j'aime pas trop choisir. C'est pas facile pour moi de choisir. Je suis très curieuse et j'essaye d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Ça veut dire que quand quelque chose m'est proposé, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. J'essaye de pas juger et d'aller juste voir, pas forcément avoir besoin même de me positionner, juste aller voir, de prendre cette information-là. Ouah, excuse-moi, j'ai des petits câlins de chat du coup sur sur le téléphone. D'aller voir en tout cas, d'aller creuser et de prendre ces informations-là en plus. Ça peut toujours s'implémenter dans sa réflexion et ça donne toujours un nouvel axe aussi de réflexion. Donc, oui, j'aime pas choisir et la vie, de toute façon, c'est une perpétuelle évolution. On est toujours en train voilà, de changer légèrement, en tout cas, on ne change pas radicalement d'un coup, en règle générale, on évolue au fur et à mesure. Et si on évolue, c'est aussi par rapport à toutes ces petites graines qu'on va avoir plantées au fur et à mesure, qu'on va avoir arrosées plus à un moment donné qu'à un autre. Donc, il va y avoir des phases, en effet, où il y a un domaine en particulier qui va plus me parler. Peut-être que du coup, un mois plus tard, ce sera quelque chose d'autre où j'aurai beaucoup plus envie d'aller voilà, gratter. Enfin, moi, par exemple, en général, je suis toujours en train de lire à peu près, on va dire, 7 8 livres en simultané. Ça donne une idée un petit peu de l'état de ma table de chevet. Avec des choses très très différentes, avec du coup, en effet, il va y avoir de la psychologie, du développement personnel, principalement beaucoup. Il va y avoir des fois de la poésie, il va y avoir des contes, il va y avoir des choses du coup un peu plus légères, un peu de roman, mais du coup un peu moins. Et il va y avoir des moments où j'ai besoin de certaines choses, d'autres où j'en ai besoin d'autres, et comme ça je peux Hmm. piocher. Ma tête, c'est une arborescence de toute façon. Donc, dans ce schéma-là, automatiquement, du coup, mon positionnement dans la vie est de la même manière. J'ai besoin d'aller à droite, à gauche, et pas de choisir l'un ou l'autre, en fait. C'est Voilà. l'exploration d'un arbre de vie, Oui. pour prendre le symbole. Mais
Justement, est-ce que tu as pu partager cette démarche-là? Tu me parlais de l'adolescence, effectivement, autour de toi, ou est-ce que c'était vraiment personnel, c'est resté très personnel? Non, ça a été quelque chose de partagé. J'ai toujours eu la chance, euh, enfin, je considère que c'est pas forcément une chance, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on crée soi-même aussi, euh, d'avoir des gens qui sont en attraction et qui gravitent autour de moi dans ce genre de domaine aussi, qui vont être du coup intéressés par ce genre de choses ou même du coup qui vont être même imprégnés par ce genre de choses. Depuis l'adolescence déjà. J'ai eu dans mon entourage amical énormément de personnes de ce style. Donc ça permet aussi de se sentir plus en sécurité, finalement, de voir que d'autres peuvent aussi avoir ce genre de réflexion. Bien sûr, on choisit toujours les gens à qui on parle, de quoi on parle, s'ils sont prêts à entendre certaines choses ou pas. Mais on va dire qu'il y a une période où je faisais plus attention à vraiment un peu jauger du coup ce que j'allais dire. Et maintenant, je fais juste confiance à la vie et je me dis que si les personnes sont là à ce moment-là, c'est peut-être aussi qu'il va y avoir un échange intéressant à avoir là-dessus et que si finalement ce que je dis ne convient pas pour eux, bah c'est pas grave non plus. S'ils me jugent, c'est pas grave non plus. Tout est bien et il y a pas de mal à ça. Je pense que c'est important d'avoir ce cadre un peu bienveillant autour de soi lorsqu'on s'intéresse, alors qu'on explore des sujets qui sont pas forcément connus ou qui sont un petit peu marginal, euh, de se mettre en position de pouvoir le faire sans être, je dirais, en conflit avec son entourage, quoi. Ouais. Euh, je pense que tu as pu rencontrer, hein, comme moi, des personnes où l'entourage n'est pas forcément réceptif, voire un peu dans la peur, hein, vis-à-vis de ces sujets. Oui, tout à fait. Après, je pense que je me dis, alors je sais pas, hein, j'ai pas de réponse à ça, mais je me dis aussi que ça dépend certainement de la peur de la personne en soi. Peut-être aussi que c'est un miroir finalement de cette peur aussi, euh, que soi-même, quand on n'est pas encore à l'aise avec le sujet et qu'on a trop d'incertitudes et de doutes, on va aussi vibrer de cette manière-là et que les personnes face à nous vont pas forcément se sentir prêtes non plus parce que le premier travail qu'on va avoir à faire, ce sera le sien finalement. Et je me rends compte aussi personnellement que plus j'ai été à l'aise avec ça et plus j'ai rencontré des gens qui étaient dans la bienveillance et qui étaient à l'aise eux aussi avec ça. Euh, Toutes les périodes où j'étais un petit peu plus justement refermée par rapport à ce genre de domaine et à ce genre de centre d'intérêt, j'ai rencontré des gens avec ce genre de centre d'intérêt qui étaient complètement bloqués en tout cas là-dessus ou qui étaient pas forcément réceptifs. Donc, voilà, certainement. Enfin, une, un axe de réflexion peut-être. Est-ce que c'est une histoire de miroir aussi cet entourage-là voilà, sans jugement bien entendu. Du coup, on Ouais. a parlé de temps, mais peut-être. Quel regard tu portes justement aujourd'hui en tant que thérapeute par rapport à l'évolution de ces sujets? Qu'on parle de la thérapie, de la psychologie humaine, de l'inconscient. Tu évoquais tout à l'heure la possibilité que les personnes pensent que consulter un thérapeute, c'est être un peu fou. Il y a encore cette idée peut-être qui est ancrée de dire effectivement je vais mal, donc si je vais mal, c'est pas bien. Et aller voir un thérapeute, du coup, c'est pas bien, quoi. Alors, c'est un peu le raccourci mental. Ouais. Est-ce que tu ressens quand même une évolution par rapport à cette mentalité? Oui, je pense vraiment qu'il y a une évolution. Et de toute façon, moi, personnellement, je suis toujours dans une position positive, hein. Je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Et je pense qu'en effet, ça évolue vraiment bien. On est, à mon avis, dans une génération, dans une époque aussi où on s'autorise beaucoup plus à exprimer ses émotions. C'est encore vraiment, vraiment inférieur à ce qu'on aurait besoin. Mais en tout cas, enfin, pas forcément suffisant, mais c'est en évolution, ça va dans le bon sens. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que je pense qu'on n'est pas encore dans une éducation et dans une société qui le fait naturellement, mais il y a beaucoup plus de possibilités de le faire. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont avoir accès à des informations du coup qui permettent cette réflexion-là sur soi, sur le monde, sur les autres. Et, euh, et on s'autorise plus facilement à avoir des pensées qui sortent du cadre. On va s'autoriser aussi un peu plus à sortir de sa zone de confort. Même parfois, ça va être valorisé finalement d'être un peu marginal. Ça dépend vraiment de,
voilà, de son positionnement aussi à soi, mais je dirais que c'est peut-être, enfin, il y a une évolution à mon sens positive. Il y a une Ouais. évolution positive. Moi, je pense qu'il y Ouais. a une normalisation, en fait, hein, tout simplement. Parce que Mhm. ça fait partie de nous, tout ça. Donc, comme tu disais, il y a une forme de redécouverte qui est en cours. Pour certaines personnes, c'est plus évident que d'autres, évidemment. Mais je pense que, voilà, à terme, ça sera normalisé, hein. Tout ça sera effectivement, même quand on parle de l'énergétique, et ça, j'aimerais bien qu'on l'aborde avec toi un peu plus en profondeur, ça devient quelque chose de connu. Alors après, pas toujours compris, hein, ça c'est vrai, mais quand même connu. Euh, Toi, quand tu parles de l'énergétique, comment tu l'as ressenti au départ? Connu, alors tu m'expliques quand tu étais enfant, hein, que tu as eu ces manifestations, mais plus tard, comment c'est revenu de façon, je dirais, peut-être plus forte? En fait, comme je disais, j'ai toujours eu ce besoin de toucher les gens d'une certaine manière. Il y a eu donc certains événements dans ma vie où j'ai somatisé certaines choses et où j'ai dû aller voir un kinésithérapeute, donc très classique. Et, euh, et ça m'avait fait un bien fou d'avoir ce travail qui avait été fait sur moi où je sentais qu'il n'y avait pas que de la manipulation. Et on va dire que c'était quelque chose où je me suis reconnue d'une certaine manière. J'ai eu besoin, enfin, j'ai senti ces échanges d'énergie et de compréhension aussi, du coup, parce que cette personne-là était très psychologue aussi, donc bon, d'une manière, on va dire, très formelle à la base, avec quelqu'un qui était kinésithérapeute. Euh, et finalement, ça a remis aussi une graine par rapport à ce que moi je faisais aussi, que j'avais toujours eu besoin d'aller manipuler les gens, de commencer à aller voilà, leur faire des positions, à aller. Enfin, en fait, depuis toute petite, sans que j'en ai vraiment conscience, je faisais du reboutisme d'une certaine manière. J'étais rebouteux en gros, hein. J'allais du coup toucher les nerfs, j'allais du coup en Waouh, mettre des bouts de bras en place, voilà, des muscles en place, j'appuyais et puis hop, ça marchait bien, ça marchait mieux, je faisais rouler des trucs. Et, euh, et j'ai eu envie d'aller plus loin et de comprendre ce qui se passait aussi là-dedans, euh, d'aller voilà, d'aller comprendre tout ça. Et je l'ai toujours, comme je dis, je l'ai toujours fait, comme ça, pour les gens de mon entourage. de façon évidente. Puis quand j'ai voulu créer mon cabinet, pour moi, c'était naturel finalement d'implémenter ça là-dedans. Donc, je me suis réintéressée plus en profondeur à l'énergétique. Euh, j'ai beaucoup lu aussi des auteurs qui faisaient de l'énergétique. J'ai, j'ai continué à développer ma pratique et finalement, ça a été naturel. Voilà. Toi, tu l'as effectivement depuis toute petite. Est-ce que tu penses que tout le monde, en fait, peut avoir développé une sensibilité, des capacités particulières? Oui, je pense pas. Enfin, moi, je crois pas au fait que on soit, enfin, qu'on ait un don et que personne d'autre puisse le faire. Enfin, je suis partisane du fait que à partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, où on a l'ouverture d'esprit suffisante pour aller creuser et essayer et faire des tests, qu'on est dans la bienveillance, qu'on a une intention positive, on va pouvoir faire des choses. Après, c'est sûr que, comme dans tous les domaines, il va y avoir des gens qui vont avoir plus de potentiel peut-être que d'autres. Voilà, on n'est pas tous amenés à être des grands pianistes, on n'est pas tous amenés à être des grands cuisiniers. Voilà. Chacun va avoir des talents particuliers qu'il va avoir pu développer un petit peu plus que d'autres. Mais je pense qu'en effet, c'est pas réservé juste à une élite qui aurait le pouvoir de pouvoir faire ce genre de choses. Non, je pense que c'est quelque chose de naturel en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel, juste qu'on Hmm. a oublié de travailler. C'est comme un sens qu'on aurait un peu étouffé d'une certaine manière. Enfin, pour moi, beaucoup des choses qu'on fait quand on est dans ce genre de domaine sont vraiment du domaine naturel et des capacités qui sont juste inexploitées. Hmm. Tu parlais de ce souci de compréhension. C'est Mm. vrai qu'on a une société, c'est bien normal, qui a inventé effectivement toute une science. On a besoin d'avoir cette compréhension, ce recul en fait, pour que ce soit admis comme une croyance collective. Il faut qu'il y ait ce recul scientifique, hein, ce Ouais. langage scientifique qui soit aussi adopté, et c'est aussi cette expérimentation qui passe par la science. Euh, et aujourd'hui, on n'a pas, il faut être honnête aussi, on n'a pas forcément tous les outils encore pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manipule quelqu'un au niveau effectivement
de son énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est une vraie question, je pense encore, qui est pas encore résolue, ou disons de façon rationnelle. Bien sûr, on peut le ressentir, hein, ceux qui ressentent énormément peuvent le ressentir et le vivre, hein, de plein de façons différentes. Ça, je pense qu'il y a toute une documentation abondante là-dessus. En revanche, pour le comprendre au niveau, je dirais, de l'image, au niveau du calcul, là, on n'est pas encore là-dedans. Oui, c'est sûr. Après, j'essaye d'expliquer aux gens, quand je leur parle d'énergétique, j'essaye de leur parler de tout ce qui voient pas, mais qui ont quand même des effets sur eux et qui sont quand même compris, en tout cas, ou qui sont acceptés. Par exemple, je leur dis, vous allumez votre micro-ondes, vous ne voyez pas, mais c'est des ondes, du coup, qui font chauffer voilà, votre nourriture. Vous recevez, du coup, des ondes avec le, on va dire, le Wi-Fi pour vos ordinateurs. Vous allez avoir la radio qui va capter des fréquences. Il va y avoir du coup les flux migratoires des oiseaux qui sont captés aussi du coup d'une manière magnétique. C'est tout ce genre de choses qui sont déjà dans votre quotidien et qui sont déjà de l'énergétique. C'est juste, voilà, l'énergie en soi, euh, les ondes, du coup, les fréquences, tout ça, ce sont juste des choses qu'on ne voit pas et le fait de ne pas le voir, va forcément du coup rendre plus compliqué la compréhension déjà pour la grande majorité. Quand on ne le voit pas, on ne le croit pas, ça Thomas l'a bien dit, hein. C'est plus compliqué en tout cas. Donc arrivé à un certain stade, quand on n'a pas encore l'explication scientifique et que ça ne fait pas partie du domaine, de, du domaine public vraiment, du domaine de ce qui est acceptable, il va y avoir besoin d'un peu de foi à un moment donné. Il va y avoir besoin en tout cas de se dire bah, peut-être qu'on va essayer et qu'on va voir si ça fonctionne sur moi. On va essayer et on va voir si je ressens quelque chose. Hum, y a- Expérience. voilà, l'expérience, je pense que la vie humaine, pour moi, c'est ça en fait. C'est déjà d'expérimenter des choses. C'est, je sais plus si je crois que c'est Jim Carrey qui disait ça. On n'est pas un mec qui expérimente l'univers, on est l'univers qui expérimente un mec, tu vois. Et ça, je trouve ça drôle comme expression dans le sens où on est tous une parcelle comme ça d'univers qui est en train d'expérimenter tout ce qui peut être expérimentable sur la Terre et ressentir des choses et tester des choses et se tromper et recommencer et faire différemment et changer ta vie. Et c'est ça qui est beau aussi, enfin, Ouais. c'est cette diversité-là, en fait. Ouais. Hmm. L'énergétique, ça implique qu'on a plus qu'un corps physique, de Ouais. façon évidente, c'est vrai qu'on a la sensibilité. À quel moment, toi, pour toi, ça devient évident? Est-ce que c'était toujours évident? Où il y a cette prise de conscience que finalement, tu es peut-être plus que ce que tu es, en tout cas au niveau de ton image, au niveau, je dirais, corporel. Alors, pour moi, ça a été très tôt aussi, ça, le côté on n'est pas qu'un corps, parce que c'est plutôt dans le sens inverse où, ah oui, j'ai un corps qui a été plus compliqué. Pendant très longtemps, j'étais vraiment, on va dire, presque désincarnée, hein. Je faisais tout le temps inconsciemment des sorties de mon corps. Je partais loin, on va dire dans les bois. Et après, revenir dans mon corps était plus compliqué. De me reconnaître dans un miroir en tant que enfin, en tant qu'actrice, du coup, aussi de certaines scènes n'était pas forcément évidente. Toujours eu l'impression euh, quand j'étais jeune, en tout cas quand j'étais petite, hein, de vivre les choses comme une spectatrice en tout cas qui ne serait pas physiquement présente. Le ressenti était vraiment particulier. J'essaye des fois de l'expliquer aux gens, mais un sentiment vraiment personnel du coup qui n'est pas forcément compréhensible par chacun. Euh, pour moi, en effet, d'être dans un corps, c'était pas une évidence en fait. D'être plus que ça, oui, mais d'être incarné juste dans cette enveloppe qui est pour moi aussi une limite finalement, n'était pas la base en tout cas de compréhension. Donc oui, sentir qu'il y a plus que ça très tôt, du coup, très tôt. Ouais. Je sens que tu continues quand même de cheminer par rapport à ça, par rapport à se considérer comme être dans son corps, en fait. Oui, Ouais. bah oui, ça fait partie, comme je te disais, moi, de mes schémas de, de construction, hein, finalement. Déjà qu'on m'appelle par mon prénom aussi, ou que voilà. En fait, tout ça, pour moi, c'est encore quelque chose de très dans une boîte. Je suis juste un corps et je suis juste un nom. Alors non, il y a beaucoup plus que ça. Je peux être plein de corps différents, plein de noms différents. Enfin, là, je vais partir loin dans le bois encore une fois. Mais
on est tellement plus que ça, clairement, on est tellement plus que ça. Bon, oui, en effet, pour vivre au quotidien dans une société, c'est bien de pouvoir s'approprier son corps et de pouvoir s'approprier son identité sociale. Non, j'ai bien travaillé là-dessus, maintenant ça fonctionne bien là-dessus quand même. Mais ça a été en effet un travail, ça a été aussi un cheminement. Ouais. Ouais, ouais. Je le partage. Mais c'est vrai que donc, je suppose que tu as eu des rencontres aussi qui t'ont permis, des rencontres, tu me parlais d'un kinésithérapeute, hein, mais est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres comme ça qui t'ont permis de toi-même t'accompagner ou qui sont sur ton chemin, qui se sont présentées à toi, qui t'ont permis aussi d'aller plus loin? Je dirais que c'est vraiment les amitiés que j'ai tissées aussi, que j'ai nouées. J'ai eu la chance en effet d'avoir des amis proches qui ont eu ce genre de sensibilité aussi, ce genre de réflexion, avec leur cheminement personnel aussi, hein, mais du coup avec en tout cas cette sensibilité qui permettait d'ensemble aller plus loin en fait, d'ensemble aller du coup dans une analyse et oui j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Euh, c'est pareil, je vais pas te dire que j'ai eu une personne qui Ouais. va avoir transcendé ma vie, où il va y avoir eu un avant et un après. Je pense que chaque rencontre qu'on a, c'est le Oui, ça a cas, été en fait. progressif, hein. Ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure de se reconnaître, de redécouvrir quelque chose qu'on connaît déjà. Ça implique quand même qu'on a une existence avant la vie aussi. Mhm. Euh, Comment ça te parle justement, ce concept d'existence avant la vie de Jennifer Le Guen? Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est un point particulier aussi. Ça, encore une fois, ça fait partie de mon chat de Schrödinger. Est-ce que du coup, on a eu ces vies antérieures? Est-ce qu'on n'en a pas? Moi, par exemple, je fais pratiquer du coup à mes patients régulièrement des régressions. Donc les régressions te permettent d'aller dans ton enfance, ça peut permettre aussi d'aller des fois juste dans le mois précédent, dans une histoire de traumatisme que tu vas avoir vécu qui te bloque dans ta conscience, mais parfois en régression on peut aller plus loin. On se retrouve du coup en effet à aller vivre des existences qui ne sont pas celles qu'on va avoir vécues consciemment. On se retrouve donc dans ce cas-là dans des vies antérieures. Alors, encore une fois, est-ce que ça fait partie d'une construction de l'inconscient ou est-ce que c'est autre chose? Moi, j'ai envie de croire que c'est autre chose. Certaines expériences que je vais avoir vécues moi personnellement en régression me font dire que quand même, il y a des choses assez compliquées à expliquer juste inconsciemment et puis j'ai besoin, je pense aussi d'une certaine magie dans ma vie. Donc si c'est ça, ça me va très bien. Si ça l'est pas, c'est pas grave, tout est beau. Mais oui, je crois quand même aux réincarnations. Je crois du coup à cette évolution de l'âme qui évolue au fur et à mesure de ses vies et de son expérience et de ses expériences différentes. Et oui, On est parti au départ du sens de la vie. Justement, est-ce que pour toi, le sens de la vie, c'est d'expérimenter, d'évoluer? tellement, tellement. Pour moi, le sens de la vie, c'est de vibrer, je dirais. Vibrer. Parce que pour moi, en effet, tout est énergie. C'est ça qui est la base de la vie, c'est l'énergie. Euh, et donc le mot vibration me parle énormément. Pour moi, c'est une évidence ce mot-là aussi. Parce que quand on dit qu'on vibre de quelque chose, quand on vit quelque chose qui nous transcende d'une certaine manière, on sent que ça vibre, on sent que ça nous donne des papillons, on sent que ça nous fait quelque chose qui nous met dans une fréquence différente. Il y a en effet cette notion d'énergie qui passe en nous, en fait. Donc, pour moi, oui, le sens de la vie, c'est d'aller chercher ce qui va nous faire vibrer. Hmm. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu vibres justement dans tes activités, dans ce que tu fais dans ta vie? Euh, Oui, je pense que je vibre. J'essaye de le faire au maximum possible. J'essaye d'évoluer aussi au fur et à mesure. Quand je sens qu'il y a des choses qui me conviennent un peu moins, je vois du coup de quelle manière je peux les faire évoluer aussi et pour aller être plus à mon écoute. Par exemple, jusque-là, je faisais vraiment principalement du coup des ateliers en individuel. Maintenant, je suis en train de proposer aussi des stages, des séjours, des petites choses du coup qui vont être un petit peu plus en groupe aussi parce que je sens que j'ai besoin d'une énergie de groupe actuellement. Donc voilà, je pense que quand on s'écoute suffisamment, on est plus à même de vibrer. Quand on réussit à avoir cette petite sonnette d'alarme qui nous dit est-ce que là, t'as pas l'impression que tu peux implémenter quelque chose d'autre encore? Est-ce que tu peux pas faire du coup évoluer ça?
Si on réussit à l'écouter à ce moment-là, bah, on a beaucoup plus de chances d'être heureux. Totalement. Tu évoquais des expériences particulières. Est-ce que tu en aurais une ou deux que tu souhaitais nous partager, que tu souhaiterais nous partager, qui t'ont ouverte ou qui t'ont permis d'avoir une compréhension différente de la vie? Une expérience particulière, c'est vaste comme question. Des expériences de type mystique, quoi, transcendantal. Oh, il y en a tellement. Euh, je dirais que si je dois choisir une expérience, on va dire que là, celle qui me vient, c'est parce que j'y repensais récemment. C'était dans une méditation assez poussée que je faisais du coup, et où du coup j'ai eu une rencontre avec un guide qui était très 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 puissante. Où physiquement j'ai eu le sentiment de, de ressentir quelque chose qui était quelque chose que j'aurais pas pu ressentir d'une manière humaine, on va dire, d'une manière physique. Alors là, du coup, pour comprendre, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on va dire un sentiment de bienveillance et d'amour tellement important, euh, un réconfort et voilà, juste une vague d'amour qui semblait tellement pure dans une méditation qui m'a vraiment transcendée et où j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après. D'accord, merci. Quels sont aujourd'hui tes projets par rapport à tes activités? Tu évoquais des choses, des projets en groupe. Oui, bah, là, par exemple, fin juillet, je propose un stage de jeûne et développement personnel. L'idée, c'est de pouvoir faire des petites retraites dans certains gîtes, du coup, où il y aurait des activités qui seraient proposées aussi en, en partenariat avec les gens qui travaillent là-bas. En l'occurrence, c'est donc un gîte attelage où les gens pourront, s'ils le souhaitent aussi, aller en contact de la nature, des chevaux, du coup, pour avoir des ateliers d'éthologie. Il y a du coup de la balade consciente. Il va y avoir du coup ce travail en effet sur la prise de conscience de son corps avec le jeûne ou avec la monodiète ou en tout cas une alimentation allégée. Avec un travail sur soi et sur la connexion avec le groupe aussi pour des petits groupes. Donc ça c'est un des prochains projets. J'ai pas mal de projets en tête, mais pour l'instant, du coup, ça c'est le plus proche. Mais oui, en tout cas, pour moi, l'idée là actuellement, c'est d'essayer de développer le plus possible aussi ces moments qui seraient des moments mémorables pour les gens. Ce que je veux aussi, c'est d'avoir, c'est de mêler aussi le ludique avec le thérapeutique. Euh, Parce que je suis une grande joueuse dans l'âme. Ça fait aussi partie du coup de mon parcours de vie, de mon parcours professionnel, le jeu. Euh, de pouvoir faire en sorte euh, de, de provoquer le rire, de provoquer le sourire, de provoquer la joie, et que cette émotion-là permette d'aller comprendre un peu plus quelque chose en soi. Souvent, on a l'image de la thérapie, quelque chose de lourd, quelque chose de Ouais. désagréable. Et c'est vrai que c'est une image, à mon avis, moi, pour moi, qui est tronquée dans le sens où on peut tout à fait vivre la thérapie comme quelque chose de, que tu disais, de mémorable, dans le sens, il y a à la fois peut-être effectivement des pleurs, hein, peut-être des émotions qui Mhm. ressortent, en même temps une libération, je veux dire une légèreté, une joie aussi, hein, qui est présente. Et c'est là qu'il y a une conception aussi hein, de la thérapie qui peut Ouais. vraiment être valorisée, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, personnellement, ce que je vois dans la thérapie, c'est le mot thérapie peut faire peur. En effet, c'est lourd comme mot. Mais en fait, pour moi, c'est vrai, c'est tout un concept. C'est un moment plutôt de... C'est un moment pour prendre du temps pour soi. En fait, c'est vraiment ça, prendre du temps pour soi, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses besoins, de ses envies. On est souvent à côté de la plaque, en fait, par rapport à ça, parce qu'on est en train d'écouter ce que la société ou notre entourage ou bah, le monde nous reflète euh, par rapport à ses propres envies, mais soit à quel moment on s'écoute vraiment soi-même, à quel moment on fait des choses du coup qui sont vraiment pour nous. Là, ça en soi, en tout cas ça, la thérapie moi que je propose ou le moment que je propose, c'est vraiment un moment personnalisé où je veux que les gens se sentent le plus eux-mêmes possible, qu'ils se sentent à l'aise, en confiance, qu'ils se sentent bien et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir été euh, faire un travail sur eux avec un côté trop formel, mais qu'ils aient évolué, qu'ils aient compris des choses éventuellement, qu'ils aient envie d'aller changer des choses dans leur vie pour le mieux, euh, mais que ça se fasse de manière naturelle
et que ça se fasse de manière joyeuse, comme si, voilà, des après-midi que tu passes avec certains amis où juste tu vas avoir eu des discussions et où là tu dis ah mais oui mais ça c'est évident ou ah mais c'est génial d'avoir vu par exemple l'état dans lequel un tel est et du coup ça me donne cette énergie là aussi d'aller moi vouloir implémenter ça dans ma vie. Enfin, c'est l'émulation par le groupe aussi du coup là qui m'intéresse actuellement, mais en tout cas oui, une démarche où les gens vont pouvoir le, enfin, vont pouvoir travailler sur eux, vont pouvoir avancer sans ce, sans ce cadre, forcément, sans cette boîte, encore une fois. Juste, qu'est-ce qu'ils ont envie, eux, d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et, et voilà, juste profiter et passer un moment agréable. Hmm. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à investir sur soi, à faire effectivement un voyage en soi, je dirais? Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Puis après, si on calcule sur l'âge de l'âme, après, c'est encore plus compliqué. Mais non, je pense que ça dépend. On va tous avoir eu des moments dans notre vie, euh, peut-être qui vont nous avoir réveillés à ça, des rencontres, peut-être en effet, comme tu disais, ou des événements particuliers. Moi, j'ai eu la chance d'être plongée tôt dedans, en tout cas d'avoir eu cette porte qui m'a été ouverte très tôt. Et donc après, c'était à moi de décider si, à quel moment je voulais vraiment la franchir ou pas. Euh, mais, euh, mais je dirais qu'à partir du moment où ça nous est présenté, c'est déjà qu'il y a une ouverture d'esprit par rapport à soi, quelque chose qu'on peut aller gratter et chacun le fait à son rythme. On n'est pas obligé d'aller automatiquement trop à fond, on va dire, du coup, dans le domaine. On peut déjà juste commencer à s'intéresser à certaines choses, à picorer deux, trois choses. On peut se dire, bah là, c'est plus le moment et on y revient du coup plus tard, ou on n'y revient plus, mais c'est pas grave. Chacun fait sa vie, chacun fait son chemin et Ouais. chacun sa route, chacun son chemin. Aujourd'hui, quand même, collectivement, moi j'ai l'impression, on est quand même très pessimiste, hein. On entend beaucoup quand même de discours pessimistes, hein, que ce soit à la radio, à la télévision, même les grands intellectuels, tous ne sont pas dans des courants positifs, hein. Il y en a, mais pas que quand même. On entend parler énormément de crise, hein, crise sociale, crise politique, crise bon, mondiale en fait, hein, ne serait-ce que sanitaire, bon, etc. etc. Est-ce que toi, ta vision spirituelle, tu parlais de positivisme hein, tout à l'heure, de positionnement positif, est-ce que c'est cet apport, aussi, cette dimension spirituelle de ta vie qui te permet aussi de garder cette vision-là positive? Alors, pour moi, cette dimension spirituelle, comme tu dis, ça fait partie de moi, finalement, du coup. Donc, c'est une part de moi. Je suis positive, en effet, pourquoi? Bah, par rapport à tout ce que je vais avoir vécu, par rapport à tout ce qui va être, ce qui fait que je suis moi. Donc, c'est compliqué de forcément mettre une raison et deux points ouvrez les guillemets, voilà, c'est ça. Mais après, je sais déjà que personnellement, je me nourris pas de choses négatives, dans le sens où j'ai pas de télé, je vais pas lire les journaux, je m'informe, mais je ne subis pas l'information. Ça veut dire déjà aussi que je vais pas forcément me retrouver imprégnée de la même manière que les gens qui vont aller regarder le JT tous les jours et qui vont recevoir comme ce point dans le ventre les informations avec le ton et avec tout l'inconscient des personnes qui vont les avoir transmises. J'aime pas spécialement le fait qu'on est dans cette société-là où finalement on se nourrit du malheur et de la souffrance et qu'on nous fasse culpabiliser sur le fait que si on n'a pas été s'intéresser à ça, c'est qu'on est égoïste et que tout ça. Je pense personnellement apporter plus en étant moi-même dans un état où je me suis pas pollué l'esprit avec cette manière de voir les choses que si j'étais dans une t'as vu, mais t'as vu, du coup, il y a eu un tel meurtre, ah, mais un tel violence, et tu te rends compte qu'ils ont encore fait ça. Et finalement, on, on va voir une information, on va on va l'analyser du coup d'un point de vue émotionnel, et cette émotion-là, du coup, elle va nous impacter. Ça veut dire que on se retrouve à être un grand nombre à ressentir une émotion négative. On va créer forcément un égrégore négatif avec ça. Ça fait effet boule de neige. Je suis pas convaincue que ce soit que positif. Tu vois, en termes d'information, on est quand même beaucoup sur du négatif négatif. Donc choisir aussi qui on écoute, ça c'est important. Choisir ce qu'on écoute, choisir l'information qu'on va recevoir, euh, choisir de rester ouvert mais lucide,
et avoir certains filtres finalement aussi pour pas se laisser polluer par les peurs des autres. Je pense Ouais. que c'est assez important. Ce que tu expliques quand même, ça demande, moi je pense, hein, personnellement, une certaine maturité de conscience, un cheminement, quoi. C'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde de se dire, Oui, je vais me nourrir de quoi en fait, je vais être impacté, hein, parce que je regarde certains penseront que non, ils ont un regard extérieur d'observateur, alors qu'au fond on est toujours impacté par ce que l'on vit, même si on n'est pas l'homme d'être. C'est sûr que parce que l'on voit, parce que l'on regarde les images. euh, D'autres diront, on ne vit pas dans un monde de bisounours, pourquoi te couper de ça? Pourquoi ne pas accepter simplement que bah, c'est comme ça, quoi. ça je l'ai beaucoup entendu et c'est pour ça que je te dis, je reste ouverte et je m'intéresse quand même aux choses. Donc je vais me renseigner, mais du coup je vais choisir les moments déjà où je suis prête à les recevoir, ces informations-là. Je vais choisir du coup les interlocuteurs aussi du coup. Je vais me renseigner, je vais être actrice en fait. J'ai l'impression, à mon avis, d'être encore plus finalement. J'ai l'impression de moins me couper de ça que la plupart des gens qui vont le recevoir d'une manière passive parce que moi je vais être actrice dans ma démarche. Donc je vais m'investir dans le fait de me dire là j'ai envie de savoir ce qui se passe, donc je me renseigne. Et de ne pas faire juste j'absorbe et je me laisse envahir par tout ça. Donc, Hmm. j'ai pas l'impression d'être un bisounours. Je pense vraiment avoir une conscience de ce qui se passe, mais j'ai pas non plus envie d'être un mouton. Ouais. Donc, j'ai pas envie de recevoir les informations qu'on veut me donner et de la manière dont on veut me les donner. Je veux penser par moi-même en fait. Et tout simplement, du coup, c'est ça qui me permet aussi, je pense, de rester positive parce que, comme je disais, c'est vraiment cet impact de la pollution énergétique, émotionnelle des autres. À quel moment tu choisis d'être acteur de ta vie et des informations que tu reçois. Il y a un risque, je pense, de passivité aussi. Tu évoques la passivité. Si on reçoit trop d'informations négatives, qu'on a l'impression de rien de pouvoir changer, que rien ne change, que c'est continuel, c'est quotidien, c'est régulier, c'est tous les jours en fait. Effectivement, il y a un risque finalement de se dire, bah moi je ne fais rien en fait pour que ça change. Moi, je ne fais rien du tout quoi, en fait, hein. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est tellement facile de se dire aussi, oui, mais de toute façon, tout ça, ça se passe à des milliers de kilomètres. Ah, puis ça, de toute façon, enfin voilà, c'est pas, ça m'impacte pas. Et de le recevoir comme ça tous les jours à la télé, ça le normalise en plus. Ça normalise ces actes négatifs. On en reçoit beaucoup plus que humainement on est censé en recevoir, dans le sens où avant ce genre de médias, soit on pouvait avoir des informations de ce qui se passait dans nos entourages, voilà, on avait une proportion du coup qui était plus cohérente par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Là, on se retrouve à avoir un condensé de toutes ces choses négatives d'un coup. Donc on a une impression aussi d'impact et de proportion plus élevée que ce qui l'est mentalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire là-dessus. Tout à fait. Euh, Ouais. ouais, donc en tout cas, ça fait des biais cognitifs, tout ça aussi. Donc quand on va avoir une compréhension en effet un peu plus objective, on va comprendre que du coup, ça nous impacte beaucoup plus négativement parce que notre cerveau va se dire waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre là actuellement? Je suis en train de vivre dans un monde horrible. Alors que le monde, il n'est pas si horrible que ça. Le monde, en effet, il a beaucoup de travers, soit, mais tout a ses revers en fait. Hein, la Bah, tout face, dépend ce qu'on en fait, quoi, hein. C'est toujours pareil, voilà. hein. Qu'est-ce qu'on choisit? Quel univers on choisit en fait? Dans quel univers on choisit de vivre? Euh, de recevoir toutes ces informations-là alors que c'est pas la vraie proportion de la vie, ça va forcer du coup l'esprit à se dire que ce qu'on vit, c'est beaucoup plus grave encore. Je veux pas que j'ai pas envie que ce que je dise là, ça donne l'impression que je minimise tout ce qui se passe. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut comprendre aussi, il faut avoir un recul sur la compréhension de la mécanique du cerveau humain, en fait, et de la pensée humaine, pour se rendre compte de l'impact que ça a sur notre vie. Hmm. Grand merci Jennifer pour ce partage. J'ai une Merci. dernière question pour toi. Aujourd'hui, quels seraient, donc tu as évoqué tes projets, mais quelles seraient aussi tes espérances par rapport à ce que tu fais et par rapport peut-être aussi de façon plus générale? Mes espérances. Hum, Qu'est-ce que ça peut être mes espérances? Je peux te parler d'un rêve que j'ai du coup que j'ai depuis longtemps et que j'aimerais peut-être implémenter un jour dans ma vie. On va voir si ça se met en place en tout cas. Mais c'est quelque chose qui me nourrit bien. Euh,
Depuis longtemps, j'ai imaginé un lieu dans lequel je pourrais recevoir des gens. Un lieu qui soit une petite bulle, une parenthèse aussi, où on sortirait de toute cette énergie de stress, de pollution mentale. Un lieu où on pourrait faire des ateliers, des stages, des conférences, où on se nourrirait l'esprit aussi, et on arrêterait de surnourrir le corps, où on pourrait faire des jeûnes justement aussi là-bas, où on pourrait faire plein de choses comme ça. Euh, donc j'ai ce projet-là. Je suis très intéressée par l'art, par l'histoire de l'art. J'ai fait une licence d'histoire de l'art aussi. Et donc du coup, dans mon projet, j'imaginerais bien un petit manoir dans la forêt, tu vois. Un truc un peu sympa où on est vraiment cette impression de cocon. Et, et donc oui, un lieu où on pourrait se sentir bien. Après, mon espoir aussi, ce serait qu'il n'y ait pas besoin d'avoir ce lieu-là et que la vie entière soit ce lieu-là. Qu'on puisse Hmm. être juste tous dans un moment où, enfin, dans un endroit où on se sente bien. Juste de s'écouter soi beaucoup plus que ce qu'on écoute les médias et la société. De revenir à l'essentiel, en fait. De revenir à l'essentiel et que ça continue, parce que je pense que c'est dans le bon sens quand même, que ça continue dans cette optique-là où les gens vont avoir un meilleur éveil de conscience et où ils vont avoir envie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce que c'est notre magnifique univers.